Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Easy Code. Bienvenue dans cette 8e vidéo de formation en Python. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion importante en programmation qui est la notion de fonction. Comme il est de coutume, on va d'abord rapidement effectuer la correction des exercices de la fois dernière. En petit 1, on a demandé d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et afficher sa table de multiplication jusqu'à 10. Petit 2, afficher les nombres pairs entre 0 et 20. Et une précision a été donnée, utiliser une boucle for et un conditionnel pour vérifier si chaque nombre est pair. En petit 3, afficher les nombres entre 0 et 20 en ignorant les pairs et sans toutefois utiliser les conditions. Et en petit 4, demander à l'utilisateur de saisir des nombres usage-skill entre 0. Et par la suite, on affiche la somme de tous ces nombres saisis. Ok, on va commencer par l'exercice 1. Hop là, donc on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Ensuite, on print le message, la table de multiplication de nombre, c'est-à-dire ici on va afficher genre la table de multiplication de tel nombre. Et on utilise une boucle for cette fois-ci pour effectuer le parcours de 1 jusqu'à 10. Vous vous rappelez l'utilisation du range. Ici, j'ai utilisé le range et j'ai précisé le start et le stop. Sachant que vu que stop c'est 11, mon for doit s'exécuter jusqu'à 10. Donc si j'exécute, hop, on me demande d'entrer un nombre. Si j'entre par exemple 5, on me dit table de multiplication de 5, 5 fois 1, 5 et ensuite je suis jusqu'à 10. Si je viens là, je reteste. Bon, je pense qu'il y en a qui ont fait le range à partir de 0. Donc, vous pouvez mettre 0 comme ici. Ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire, si je mets 8, là, on commence par 0. Ou bien, ne même pas mettre le 0. Et cette fois-ci, automatiquement également, ça marche avec 0. On a vu l'utilisation du range. En exercice 2, il nous a été demandé d'afficher un nombre pair compris entre 0 et 20. Pour ça, on va utiliser notre boucle for toujours pour effectuer le parcours. Comme on a dit compris entre 0 et 20, j'ai précisé mon start 0 et mon stop 21. Ça veut dire ça va aller de 0 jusqu'à 20. Et puis, j'ai utilisé le modulo pour pouvoir vérifier si le nombre est pair ou pas. Et c'est si le nombre est pair que je l'affiche. Donc, c'est la boucle associée à une structure conditionnelle. Donc, si je teste mon programme, vous voyez effectivement que ça n'affiche que les nombres pairs. L'exercice 3, c'était, disons, l'inverse de l'exercice précédent. Cette fois-ci, on demande de ne pas afficher les nombres pairs. Et on a précisé de ne pas utiliser les structures conditionnelles. Donc, toujours allant dans le sens de la vidéo précédente, j'ai utilisé continue. J'ai continue, en fait, qui passe à l'itération suivante. Vous vous rappelez du rôle de continue. Dès lors que continue est exécuté, les autres instructions après ne sont plus exécutées, on passe à l'itération suivante. Donc, ce qui fait que si je teste, vous voyez effectivement, ce sont uniquement les nombres impairs qui sont affichés. Bon, il y avait aussi également une autre façon de traiter cet exercice. Cette fois-ci, en utilisant un pas de 2, sachant que les nombres pairs comme les nombres impairs ont un pas de 2. Donc, je retire la condition, comme ceci. Et effectivement, je vais commencer à 1, et je vais mettre 2. Je vais préciser mon pas. Voilà, je vais commencer à 1, je vais préciser mon pas. Si je réexécute, hop, vous voyez, en effet, c'est un nombre impair qui soit affiché. Donc, avec le pas, la première fois, effectivement, ça va afficher 1. Ensuite, ça va me faire un pas de 2. Ça va passer à 3. Étant à 3, ça va me faire un pas de 2. Ça va passer à 5 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une autre façon de traiter cet exercice. Dernier exercice. Pour ce dernier exercice, en fait, la condition d'arrêt, c'est 0. Ça veut dire, on va demander le nombre tant qu'en fait, le nombre que j'attends est différent de 0. Donc, pour ça, j'ai fait ce qu'on appelle l'initialisation. Ma somme, d'abord, j'initialise à 0 parce qu'au début, je n'ai encore entré aucun nombre. Rappelez-vous, on a dit à la fin de renvoyer la somme des nombres que j'attends entrer. Ensuite, j'initialise également mon nombre à 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me permettre d'entrer dans ma boucle pour un début, tout simplement. Maintenant, je vais dire, tant que le nombre est différent de 0, je vais demander à l'utilisateur d'entrer un nombre en précisant que 0 pour arrêter. Donc, vous voyez qu'en effet, mon programme doit entrer dans ma boucle tant que parce qu'en fait, nombre est initialisé à 1. Donc, la condition, c'est vrai. Donc, ce qui fait que je demande le nombre. Et à somme, j'affecte somme plus nombre. Sachant que je récupère d'abord le premier nombre que j'attends entrer et j'ajoute à la somme qui est initialisée à 0.
Donc, ainsi de suite et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'utilisateur entre 0. S'il entre 0, à un moment donné, imaginez, il entre 0 ici, ça va faire la somme, mais quand ça va venir tester, ça va vérifier qu'effectivement, somme vaut 0, ça va entrer dans la boucle tant qu'à la fin, ça va entrer. Donc, si je fais le test rapidement, entre un nombre, si j'entre 3, ça va entrer. Entre le second nombre, si j'entre 2, ça va entrer. Maintenant, si j'entre 0, hop, c'est terminé et la somme, c'est 5. Magnifique. C'était tout pour l'exercice de la vidéo précédente. J'espère que vous avez fourni des efforts et sachez, c'est pas une parole d'évangile, donc il peut avoir plusieurs corrections, il peut avoir plusieurs propositions. Tant qu'en fait le résultat est bon, c'est intéressant pour le moment avant de chercher le moyen le plus optimal. Mais félicitations à ceux qui ont fourni les efforts et surtout à ceux qui ont trouvé. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas un problème. Persévérez et je vous garantis qu'en restant connecté sur cette chaîne, vous allez voir votre niveau améliorer considérablement. Sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet qui est les fonctions. Les fonctions sont tout simplement les blocs de code réutilisables qui effectuent une tâche spécifique. Le mot qui nous intéresse ici, c'est réutilisable. Le fait de réutiliser quelque chose pour une tâche bien spécifique. Donc, elles permettent en fait de structurer et d'organiser le code de manière modulaire et permettent de rendre le code plus lisible, maintenable et évolutif. En Python, les fonctions sont définies par le mot-clé def, suivi du nom de la fonction, d'une paire de parenthèses pouvant contenir les paramètres et d'un bloc de code. Dans la syntaxe, c'est tout simplement def, nom de la fonction, parenthèse, pouvant contenir les paramètres. Donc, on peut mettre paramètre 1, paramètre 2 et plus encore, c'est possible. Et comme c'est possible de ne pas avoir de paramètres. Ensuite, 2 points. Donc, je vais à la ligne. OK. Je vais mettre syntaxe plutôt ici. Ouais, c'est mieux. Syntaxe. Hop là. Ensuite, j'aurai le bloc. Et à la fin, je vais avoir return, le résultat. Tout simplement. C'est ça la syntaxe de déclaration d'une fonction en Python. Def, c'est tout simplement le mot-clé qui permet de définir une nouvelle fonction. Le nom que l'on utilise pour la fonction doit être un nom significatif. Ça doit être un nom parlant, tout comme les noms des variables comme on avait vu dans les premières vidéos. Et le nom, par convention, doit être du snake case. Donc, c'est ça le snake case avec les underscores. Les paramètres, comme je disais, sont optionnels et permettent de passer des informations à la fonction. Ensuite, le bloc de code de la fonction est exécuté lorsque la fonction est appelée. Et vous voyez, on a indenté le bloc de code étant donné que c'est le contenu de la fonction. C'est indenté, cet espace-ci. Ensuite, le mot-clé return sert à envoyer une valeur. On ne saurait parler de fonction sans mentionner la notion d'appel de fonction. Pour appeler une fonction après l'avoir déclarée, on utilise tout simplement son nom. Donc, on utilise son nom et les arguments. Exemple, si je vais appeler ma fonction, nom de la fonction, je vais tout simplement ici dire nom de la fonction et je vais passer en paramètre cette fois-ci les arguments. Argument 1, argument 2 et c'est tout. C'est ainsi que la fonction sera appelée. En fait, les arguments passés lors de l'appel à la fonction doivent correspondre aux paramètres définis lors de la déclaration. Les arguments, rappelez-vous, sont utilisés lors de l'appel et les paramètres sont utilisés lors de la déclaration. Et les deux, en fait, sont reliés. Que ce soit par rapport à la position, que ce soit au type, par rapport au type, on verra par la suite. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de fonctions. Donc, les types de fonctions. Type de fonctions. Jusqu'à présent, nous avons déjà vu quelques fonctions. Ces fonctions sont appelées fonctions prédéfinies. Les fonctions, en fait, que nous utilisons jusqu'à présent, on va les appeler les fonctions prédéfinies. Telles que les fonctions print, les fonctions input, telles que la fonction print, la fonction input, la fonction int, la fonction str. En fait, toutes ces fonctions qu'on a eu utilisées jusqu'à présent, range et j'en passe. Ce sont des fonctions prédéfinies. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctions qui viennent avec le langage une fois. Ce sont les fonctions propres au langage que nous utilisons jusqu'à présent. Vous vous en doutez bien, par exemple, avec la fonction print, c'est une fonction qui a pour nom print et qui prend en paramètre un élément affiché à l'écran. Par exemple, bonjour. Et puis, cette fonction nous affiche bonjour à l'écran, tout simplement. Donc, chaque fonction a un rôle spécifique, ça return quelque chose. Comme la fonction int qui récupère un élément à paramètre et fait comment? Et renvoie cet élément sous forme d'entier. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, là, ce sont les fonctions prédéfinies. Ensuite, on a les fonctions
définis par l'utilisateur même. C'est l'objectif de cette vidéo. Nous donner la capacité de définir nos propres fonctions pour les utiliser. Donc, fonction définie par l'utilisateur. Majuscule. Voilà. Définie par le user. Voilà. Pour ça, on va prendre un exemple. Ici, j'ai écrit un programme qui dit bonjour. Ici, vous avez vu. Si je viens maintenant, je déclare par exemple une variable que j'appelle nom. Et à la variable nom, je décide par exemple d'affecter mon nom. Je peux dire Kanou. Et puis, je décide d'afficher bonjour Kanou. Bon, je vais formater F. Et puis, hop, je vais mettre le nom ici en paramètre. Point d'exclamation. Si j'exécute ce programme, j'ai bonjour Kanou. Magnifique. Maintenant, je peux définir une fonction maintenant qui permet de saluer une personne. Une fonction qui va prendre en paramètre le nom de la personne et saluer cette personne. Pour une fonction, on a le mot-clé def. On a le nom de la fonction. Je peux appeler la fonction saluer qui va prendre en paramètre le nom qui représente mon paramètre et qui doit tout simplement afficher quelque chose. On aura un print de bonjour suivi du nom. Ok, si j'exécute mon code, rien ne s'affiche, c'est normal. Parce qu'en fait, j'ai effectivement déclaré ma fonction, mais à aucun moment j'ai appelé ma fonction. Pour appeler la fonction, on connaît déjà, c'est le nom de la fonction suivi des arguments. Le nom de notre fonction, c'est saluer. Et je vais passer en paramètre maintenant un argument. Je peux passer par exemple en paramètre Edson. En passant cela en paramètre, si je réexécute mon code, j'ai bonjour Edson, tout simplement. Je pouvais aussi déclarer une variable que j'appelle peut-être arg comme argument, à qui j'affecte Edson, et je décide de remplacer le paramètre ici par arg. Hop, en exécutant, j'ai bonjour Edson. Donc, ce qui fait que là, maintenant, je peux déclarer plusieurs noms. Peut-être arg2, que je vais appeler Junior, arg3, que je vais appeler Yannick. Ok. Maintenant, je peux faire saluer de Act 1, Act 2, Act 3. Act 2, Act 3. En exécutant, hop, j'ai bonjour Edson, bonjour Junior, bonjour Yannick. C'est ça la force des fonctions. Comme vous avez constaté, ici, on n'a pas utilisé return. Le return n'est pas toujours utilisé, mais a sa particularité. Généralement, on utilise le return lorsqu'en fait, on va exploiter le résultat, peut-être pour mettre dans une variable ou bien dans une opération. Je prends un exemple. Je vais écrire un programme qui calcule peut-être l'aire d'un rectangle. Sachant que l'aire du rectangle, c'est tout simplement longueur fois largeur. Pour ça, je vais définir une fonction def. Cette fonction que je peux appeler peut-être calcul aire rectangle, calcul aire underscore rect. Et je vais passer en paramètre la longueur. Je vais appeler ça long. Et passer en paramètre la largeur que je vais appeler large. Ok, je peux faire tout simplement un return de long fois large, tout simplement. Du coup, si j'appelle ma fonction calcul rect et je passe en paramètre, disons 2 et 4, si je viens, j'exécute comme ceci, en fait, rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche justement parce que on a utilisé le return. Effectivement, ça a retourné quelque chose, mais l'élément est juste retourné et n'est pas affiché. Donc, une façon de faire ça, c'est de mettre tout ceci dans un print, comme ceci. Et là, maintenant, si j'exécute de nouveau, vous voyez, 8 s'affiche. Parce qu'en fait, je viens d'afficher le résultat de cette fonction, de ce que ça return. Vous voyez un peu. Ce qui fait que je peux également utiliser ce résultat dans une opération. Je peux décider, au lieu de faire un print direct, je mets ça dans une variable que je vais appeler peut-être result. Voilà, à result, je vais affecter ma fonction qui est appelée et ensuite, je vais faire un print de result. Hop. Donc, si j'exécute le même code, j'ai 8 qui est affiché. Donc, vous voyez que j'ai affecté le résultat de cette fonction à cette variable. Donc, pour faire court, le return est utilisé généralement lorsqu'on veut exploiter le résultat de la fonction. Parce qu'en fait, ici, je pouvais ne pas utiliser le return et faire directement un print de longueur fois largeur, tout simplement. En faisant ce print-ci, je devais tout simplement appeler la fonction-ci. Et là, si j'exécute, vous verrez,
directement, c'est 8 qui doit s'afficher. Pourquoi? Parce que j'ai fait le print. J'ai décidé d'afficher. On va revenir encore sur notre fonction salutation. Cette fois-ci, on va essayer de faire une présentation. Je vais plutôt écrire fonction présentation qui va prendre en paramètre le nom, qui va prendre en paramètre l'âge et qui va prendre en paramètre la ville, par exemple. Je vais dire bonjour, nom. Vous avez âge 1 dans la ville de, et puis je vais mettre là ville. Si j'appelle ma fonction présentation, je peux décider d'affecter, je peux décider de passer en argument un nom. Je peux dire ok, le nom c'est Edson. Je peux dire âge, à âge je mets 40 et la ville je vais mettre Yaoundé. Hop là. Si j'exécute mon code, j'ai bonjour Edson, vous avez 40 ans dans la ville de Yaoundé. Magnifique, c'est fonctionnel. En fait, ce que je veux mettre en avant ici, c'est l'ordre de la disposition des variables. Si par exemple, je viens ici, je mets cette fois-ci 40 en première position. Après 40, je mets Edson, comme ceci. Et après, je mets Yaoundé. En réexécutant, je nettoie. J'ai bonjour 40, vous avez Edson âge dans la ville de Yaoundé. Donc, vous voyez en fait que l'ordre des arguments doit être le même ordre que les paramètres pour qu'il y ait cohérence. Je vais prendre des exemples pour vérifier si un nombre est pair ou pas. Donc, si je définis par exemple une fonction def que je vais appeler isPair, comme genre pour définir si c'est pair, qui va prendre en paramètre un nombre, et puis je vais dire return tout simplement nombre modulo 2 égale 0. Ça signifie tout simplement que si le nombre est pair, ça va retourner true, et au cas contraire, ça retourne false. Je vais faire un print de isPair, je veux passer en paramètre par exemple 2, et je vais faire un autre print de isPair, cette fois-ci je vais passer en paramètre par exemple 5. Si j'exécute mon code, hop, j'ai true et false. Vous avez compris, ça return true parce que c'était vrai et return false parce que c'était faux, tout simplement. En gros, c'est un peu ça sur les fonctions. Il est possible maintenant aussi d'initialiser, c'est-à-dire ajouter des valeurs par défaut. Ainsi, ces paramètres deviennent optionnels lors de l'appel de la fonction. Je prends un exemple. Si je viens ici en nombre, j'affecte, disons, 7. Lorsque je fais ceci, en fait, je peux appeler ma fonction sans paramètre. Avec d'ici, je viens là, j'exécute mon code. Vous voyez, ça va m'afficher false. Comme vous dire en fait que c'est impair. Mais par contre, si je n'avais pas initialisé, comme ceci, je venais, j'exécutais, hop, on devait me dire missing while required positional argument. Comme vous dire en fait qu'il manque un argument. Mais lorsque j'initialise, je suis en train de dire que si je ne mets rien par défaut, considère cette valeur comme la valeur de mon paramètre. Et puis, vous voyez là, maintenant, ça met true. Et revenant sur les paramètres, c'est capital. Parce que même si je reviens sur la présentation, si je reviens à la présentation, si j'ajoute par exemple le nom, comme on l'a dit, j'ajoute peut-être Edson, l'âge, j'ajoute peut-être 60, et je ne souhaite pas ajouter la ville. En exécutant mon code, on va me dire erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il manque un paramètre, comme on dit ici, missing one required position argument. Il manque un paramètre et la ville, le paramètre ville. Pareil ici, je décide de ne pas mettre l'âge, je mets uniquement le nom. On va me dire qu'il manque 2 paramètres. Donc, si vous avez mis un certain nombre de paramètres, vous êtes supposé respecter le nombre de paramètres et l'alignement. En Python, il existe un troisième type de fonction qui n'existe pas dans la plupart des autres langages de programmation. Ce sont les fonctions anonymes. Ces fonctions anonymes, encore appelées fonctions lambda. En fait, les fonctions lambda, ce sont les fonctions simples qui sont définies sans nom et à l'aide du mot-clé lambda, tout simplement. Je vais nettoyer, CLS, OK. Et on va voir comment écrire une fonction lambda, tout simplement. Une fonction qui calcule au carré d'un nombre. À la base, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, on peut mettre fonction def le nombre et tout simplement on va return nombre fois nombre. Donc, si je fais un print de carré qui va prendre en paramètre par exemple 2 en exécutant, hop, effectivement j'ai 4. Avec les fonctions lambda maintenant, il y a cette facilité là où au lieu d'écrire toutes ces lignes, je peux tout simplement écrire ceci lambda x 2 points
à qui je vais faire x au carré, tout simplement. Je pense que vous connaissez encore cet opérateur. C'est ce que je pouvais aussi utiliser ici, l'exponentiation. En fait, ici, lambda, c'est le mot-clé qui définit la fonction lambda. X représente l'argument. Et enfin, x exposant 2 représente l'expression. Donc, si je veux revenir à la syntaxe, c'est tout simplement lambda, argument, deux points, expression. Avec cette fonction, par exemple, je peux directement l'affecter à une variable que je décide d'appeler peut-être CA. Et si je fais un print de CA qui va prendre en paramètre X, c'est-à-dire mon argument que je peux mettre 3 en exécutant, hop, j'ai 9, d'accord? Je vais effacer ça pour que ce soit plus clair. Donc, vous voyez en fait que le programme, par exemple, sur le calcul de l'air, on pourrait le faire rapidement avec lambda. Donc, si je mettais peut-être déjà calcul air, ça c'est pour l'air du rectangle. Je devais avoir ici longueur et ensuite largeur. Et ici, faire tout simplement longue fois large, tout simplement. Et puis, revenir maintenant appeler calcul air, passer en paramètre la valeur de la longueur, par exemple 6, la valeur de la largeur, par exemple 4. Et une fois exécuté, hop, j'ai 24, 6 fois 4. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les fonctions lambda sont utilisées pour l'écriture des fonctions simples. Bien que les fonctions lambda soient puissantes, il est vraiment important de les utiliser avec modération parce que si la fonction devient trop complexe, il est préférable de définir les fonctions avec tout simplement def pour rendre plus lisible et maintenable le code. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Comme il est de coutume, je vous donne rapidement l'exercice pour la prochaine séance. Si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à partager le lien. Et je tiens à rappeler aussi que la formation en Django est disponible en parallèle et que vous pouvez la débuter si vous êtes déjà à ce niveau dans ma formation en Python. D'autres formations seront bientôt disponibles, plus précisément en intelligence artificielle, en IoT. Donc, je vous invite vraiment à rester connecté au niveau de notre page. Pour les exercices, voici les énoncés. Voici les 3 exercices. Premier exercice, vous allez écrire tout simplement une fonction qui calcule la surface d'un cercle. Donc, vous allez écrire une fonction qui prend par le rayon d'un cercle et renvoie sa surface. Tout simplement. Sachez effectivement que la surface est égale à pi fois rayon au carré. Prochain exercice, vous allez écrire un programme qui renvoie le plus grand. Une fonction, bien sûr, qui renvoie le plus grand de deux nombres. Ça veut dire, je prends par paramètre deux nombres et je retourne le plus grand entre les deux nombres-là. Le dernier exercice, c'est renvoyer le jour de la semaine. Donc, vous écrivez une simple fonction qui va prendre en paramètre l'indice de la semaine et par la suite retourner le jour de la semaine en question. Par exemple, si j'entre 0, ça va me renvoyer l'indice, si j'entre 1, ça me renvoie mardi, ainsi de suite. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao les gars. Merci.